Bonjour, on est le 2 janvier 2018. En fait, il y a eu des intempéries, enfin, il y a eu des, comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a eu un froid glacial en ce jour de 2 janvier, rendant les routes impraticables, enfin impraticables quand on ne prend pas ses précautions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les routes sont gelées et c'est une vraie patinoire. Les voitures n'arrivent pas à, je veux dire, euh, remonter les côtes et parfois même descendre. C'est très délicat pour descendre. Et donc, très difficile de remonter les côtes, les voitures patinent, et même en marchant, je veux dire, on- quand on marche, on glisse. On glisse. Il faut avoir des souliers, je veux dire, avec des semelles, je veux dire, et encore même avec des semelles, je veux dire, antidérapantes, on finit par déraper, alors on finit par glisser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut dégager son trottoir hein, en mettant du sel. En mettant du sel, voilà, et déjà sur son trottoir, si on en a assez, mettre un petit peu sur le bord où se trouve garé son véhicule. Voilà. Mais en fait, le camion qui doit jeter, je veux dire, du sel n'est pas passé, donc voilà, il faut faire avec. Mais sinon, il faut toujours avoir dans son coffre, quand on sait bien que l'hiver va commencer, avoir des chaînes. C'est toujours bon d'avoir des chaînes pour se débloquer d'une situation d'urgence extrême. Bon, alors ici, là, je dois toujours faire des réglages au niveau de la caméra, ce qui fait que pendant que je fais le réglage, j'ai quasiment perdu la moitié de ce que je voulais dire et il y a des informations que je ne dis pas. Enfin, bref, ici, ça va concernant donc justement les intempéries, quand il y a des intempéries, des inondations, etc., relatifs à la météorologie et qui créent, je veux dire, des déboires au niveau de la société, au niveau euh, des gens qui ne savent pas aller travailler, parce qu'ils ont eu une inondation au matin, ou une inondation, je veux dire, qui a fait en sorte qu'on ne pense pas aller travailler, on pense plutôt, je veux dire, aux dégâts matériels et appeler des urgences pour éviter plus de dégâts. Voilà. Mais justement, à propos des urgences, je vais parler des urgences. Je crois que c'est le 17 janvier 2018. Je crois qu'il a été mis un numéro spécial vers minuit. Quelque chose, il y avait eu des intempéries et il y a eu un numéro spécial que je crois qu'on appelle le 17-22. Bon, qui était, je crois, on aboutissait au dispatching du service des pompiers, hein, d'urgence des pompiers. Mais en fait, quand il y a des problèmes météorologiques, de climat, notamment des inondations, des intempéries avec des dégâts matériels, les personnes pensent à appeler les urgences. Mais vous comprenez très bien que les urgences vont se retrouver, je veux dire, envahies d'appels de personnes qui demandent de l'aide et qui ne sont pas en vérité une urgence vitale. Voilà, une urgence vitale. Alors, la vraie urgence vitale, c'est le numéro suivant. C'est le 122. 112, pardon, 112. 112. Alors, c'est un numéro très facile à retenir. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 est égal à 2. 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, donc c'est très facile à retenir. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, c'est le numéro 112. Ça, ce sont les urgences vitales. C'est-à-dire quand il y a un danger, bon, au niveau corporel, hein. Bon, si c'est des dégâts matériels, bon, ça peut passer par le 17-22. Alors là, c'est un centre d'appel qui va canaliser, je veux dire, euh, tous les appels. Mais il faut savoir que quand il y a des intempéries, il y a de nombreuses personnes qui sont, je veux dire, comment dire, dans le désarroi. Voilà, un phénomène météorologique touche de grandes aires, de grandes zones, de grandes régions. Et donc, il y a de nombreuses personnes qui sont dans le désarroi. Et fatalement, quand tout le monde commence à appeler les urgences, le 112, mais il se trouve saturé. Et alors, s'il y a une personne réellement qui, euh, qui a un besoin urgent, ben, il va être dans la masse des personnes qui ne sont pas dans l'urgence vitale. Et donc, cette personne-là risque d'y passer.
des risques dépassés. Donc, pour ça, on distingue deux, deux numérotations. Une qui va faire appel, je veux dire, au cas des intempéries qui vont arriver avec dégâts euh, dégâts matériels, et une plus bon pour les dégâts, enfin plutôt pour ouais, des dégâts concernant euh, donc le physique. Le physique. Et là, bon, le physique, bon, on peut appeler le 112. Et donc, ce numéro d'appel ici, enfin, ce centre d'appel du service, je crois que c'est le service des pompiers, à ce moment, va gérer la situation en prenant les appels au fur et à mesure qu'ils viennent. Donc, ça veut dire que si il y a 30 personnes dans le service qui gèrent les appels et qui communiquent avec 30 personnes au niveau du téléphone, mais si la 31e personne téléphone et qu'elle n'a personne en ligne, eh bien, elle doit patienter. On doit patienter ou rappeler plus tard. Voilà, rappeler plus tard pour que une aide, une forme d'aide puisse lui être accordée, le cas échéant, par l'entremise de la protection civile ou des pompiers ou voilà, d'une autre sorte de service de protection ou de sécurité, enfin ouais, de protection de enfin une aide qui pourrait que les personnes peuvent demander en cas de, je veux dire, de dégâts matériels. Une toiture qui est tombée, qui laisse un trou béant et qui laisse passer de l'eau au travers de la toiture et qui provoque des infiltrations au travers des parois ou au travers dans les chambres ou voilà, ou alors encore une cave inondée par une remontée des eaux ou encore euh, euh, un fil électrique tombé ou un arbre qui est tombé sur une habitation, sur un véhicule, voilà, qui a causé des dégâts matériels. Donc à ce moment-là, on demande de passer par le 1722, qui est un système, enfin un centre d'appel, je veux dire, d'attente, qui se gère, je veux dire, en le premier appelé et le premier servi. Voilà, le premier appelé et le premier servi. Donc, c'est un système FIFO. First in, première entrée, first out. Lui qui a appelé, ben, c'est le premier, ben, il sera aidé en premier. Le deuxième, ben, il sera aidé en deuxième. Le troisième, aidé en troisième. Voilà. C'est une pile, que, je veux dire, une file d'attente qui constitue une pile de personnes. Et ces personnes-là vont être prises en charge, gérées d'une manière, je veux dire, chacun son tour. Chacun son tour. euh, au gré au gré de leurs besoins, bien sûr, de leur demande euh, d'appel. Bon, fatalement, la notion d'urgence, bon, qu'est-ce qu'on appelle la notion d'urgence? C'est eux qui gèrent justement les appels. S'ils le distinguent en tant que, je veux dire, euh, confrontation d'urgence ou non. Voilà. Ceux qui sont au centre d'appel peuvent déjà à ce moment-là euh, prendre des décisions quant à la notion d'urgence à apporter à la personne. Voilà. Quand ils estiment qu'il n'y a pas d'urgence, ben, leur aide peuvent, le cas échéant, être retardée. Fatalement, si c'est pas une urgence, ça peut être retardé. Voilà. Alors ne pas confondre avec le 112 qui, lui, ne doit être appelé qu'en cas de réelle urgence, c'est-à-dire quand il y a une personne qui a fait, je veux dire, qui a reçu, je veux dire, je sais pas moi, qui a été blessé qui a subi des blessures corporelles suite aux dégâts matériels. Voilà.
Voilà. Et donc, quelque part, voilà comment seront gérées ces diverses interventions. Et alors, bon, maintenant, c'est vrai que le 112 peut aussi, je veux dire, si on tombe directement sur le numéro 112, ben, ils peuvent prendre une décision quant à l'urgence aussi, hein. Je veux dire, s'il y a des personnes qui se trompent au 17-22, hein, et ils téléphonent 112 alors qu'il n'y a pas d'urgence, en fait, qui ne connaissaient pas le numéro 17-22 et qui ont voulu appeler, je veux dire, une certaine forme d'aide, mais qui n'était pas, qui pouvaient attendre, hein, qui et qui ne devaient pas passer forcément par des urgences pour éviter de saturer le service des urgences, eh bien, le service des urgences, exceptionnellement, si elle reçoit des appels de personnes qui n'ont pas d'urgence, elles peuvent les retransférer vers le numéro des services des pompiers qui est le 1722, qui a été, je veux dire, qui a pris son effet, qui a pris cours le 17 janvier 2018 à minuit. Ah. Maintenant, je ne sais pas s'il est encore en activité, mais je veux dire, en cas d'intempérie, il faudrait voir s'il est encore en activité, si c'est un numéro qui marche toujours et qui a été créé par le ministère pour être aidé à n'importe quel moment euh, lorsqu'on rencontre une situation, je veux dire, euh, de dommages, suite à des intempéries. Je ne sais pas si ce numéro-là est toujours valable ou s'il n'est valable que par période, euh, euh, par période qui sont, je veux dire, dictées par euh, la météorologie et enfin dictées par les météorologues en fonction de situations météorologiques qui peuvent survenir et euh, être dangereux pour la population en fait. Enfin, ouais, qui peuvent provoquer des dégâts matériels au sein de la population et corporels. Mais si c'est corporel, là ça peut devenir une petite forme d'urgence. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle l'urgence vitale encore une fois? Tout est à voir, hein. Bon, parce que si euh, on se coupe la main. Bon, certains vont dire ouais c'est pas grave. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Parce que quelqu'un peut attraper un microbe et dans le microbe, si on n'intervient pas rapidement, malgré que c'est pas une urgence vitale, puisque bon, ça concerne pas, je veux dire, euh, quelque chose, enfin, ça ne concerne pas, je veux dire, directement euh, euh, une dangerosité directe dans laquelle la personne peut mourir, eh bien, une simple coupure à la main peut provoquer, je veux dire, une mort si il y a des bactéries qui sont rentrées et que, je veux dire, bon, la personne peut souffrir euh, de bactéries qui seraient rentrées dans son corps et qui auraient été mal soignées. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, donc qu'est-ce qui est urgence, qu'est-ce qui n'est pas urgence? Parfois, on croit que une petite chose peut créer, je veux dire, peut-être dangereuse. Voilà. Une petite blessure qui paraît banale, peut-être à la longue dangereuse, peut invalider une personne à vie, peut rendre handicapée une personne à vie, pour une banalité. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une urgence vitale? Vitale, c'est bon, là où il y a risque de mort, ben, une coupure à la main ou au pied, bon, il suffit qu'on ait une coupure au pied. Et je veux dire, si l'artère fémorale perd tout son sang, ben, je veux dire, fatalement, la personne va mourir, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que quelque chose de vital ou pas? Il faut prendre en compte chaque situation. euh, et c'est la décision revient, euh, je veux dire, quand il y a une saturation de services d'urgence, ben la décision elle vient d'abord euh, du centre des urgences hospitaliers. Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, entre un accident de voiture qu'on estime assez grave et quelqu'un qui vient de se brûler la main, ben, si on a que deux ambulances en présence, mais fatalement, il faut aller vers la personne qui est, qui a eu l'accident de voiture, qui est, je veux dire, qui a été touchée, on ne sait pas par où, peut-être au cerveau, hein, voilà. Euh, Peut-être elle a des mutilations internes à son corps qui fait que bon, elle est dans un danger critique.
Alors que la personne qui est brûlée, ouais, elle est brûlée, elle a mal, elle va souffrir, elle souffre. Mais si on n'a que une ambulance, une ambulance pour deux situations précises, un accident de voiture assez grave et une brûlure à la main, ben vous comprendrez que si on n'a qu'une ambulance, il faut l'envoyer vers l'accident pour ramener la personne qui risque sa vie, puisqu'en fait elle est dans un état critique. Voilà. Contrairement à la personne qui est brûlée, ben, on va lui dire de mettre de la pommade, de patienter un petit peu, de mettre un petit peu, voilà, un petit bandeau, et tralali, tralala, et voilà, de refroidir un petit peu avec de l'eau froide, en attendant que l'ambulance arrive, mais voilà, elle va pas mourir parce qu'elle a été brûlée. Voilà. Mais elle va souffrir, elle va souffrir. Ça, elle va souffrir, ça, d'office, parce que toute maladie et tout dégât corporel, bon, entraîne d'office une souffrance. Bon, à divers degrés. On peut avoir un petit peu mal, moyennement mal et fameusement mal. Dans ceux qui a des cas critiques de danger de mort, ben, où on ressent rien. Voilà, on ressent rien. euh, Et pour finir, ça va créer la mort. On ressent rien et ça va créer une mort. Bon, mais il y a des cas où on a une petite blessure et ça fait extrêmement mal parce qu'on est touché à un nerf ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà, donc, la douleur, la question de la douleur n'a rien à voir avec l'urgence. On peut avoir fameusement mal, mais on va dire c'est pas une urgence vitale. Le gars ne risque pas de mourir parce que il, il a quelque chose bien précis où il a fort mal. Par contre, il y a certaines personnes qui souffrent très peu, qui ne sentent rien, mais qui risquent de mourir si on n'intervient pas tout de suite. Voilà. C'est pas une question de douleur, hein, c'est une question de, je veux dire, de, de classification de ce qui est grave ou pas. Et ça, c'est la décision là, ce sont au niveau hospitalier, ils peuvent les prendre. Tout comme les dégâts dégâts matériels, ben, le service 1722 peut savoir au niveau du centre d'appel qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent. C'est eux qui prennent les décisions. Donc, ils ont une responsabilité de savoir trier, je veux dire, ce qu'il faut intervenir tout de suite et ce qui peut attendre, ce qui peut attendre. Voilà. Parce que la plupart des personnes vont aux urgences pensant qu'il y a une gravité, mais en fait, il n'y a pas de gravité. Mais parfois, on peut avoir l'inverse. Hein. On dit qu'il ne faut pas, on n'a pas besoin d'aller aux urgences parce qu'on croit que c'est pas assez grave, mais en fait, c'est grave. Voilà. Tout dépend, c'est une situation difficile à gérer. Bon, ça demande bien sûr un diagnostic, mais d'abord, il y a les médecins aussi qui doivent intervenir. On fait passer un médecin, mais un médecin peut se tromper dans le diagnostic. Hein. C'est rare, mais ça peut arriver. Il dit, bon, ah, la personne n'a rien, elle a mal au ventre, que mal au ventre. Puis après, la personne hmm, tourne de plus en plus mal, elle va aux urgences, et on se rend compte qu'elle meurt aux urgences parce que c'était une situation assez grave, alors que le médecin n'avait pas pris, je veux dire, les- la bonne décision, parce qu'en fait, elle s'est trompée au niveau du diagnostic, et voilà, parce que c'est vrai que on peut se tromper facilement au niveau de médecine. Normalement, un médecin ne peut pas se tromper, mais ça arrive. Par exemple, un pilote d'avion, il peut pas se tromper. S'il se trompe, l'avion il tombe. Le médecin, normalement, il peut pas se tromper parce que s'il se trompe de diagnostic, si c'est quelque chose d'urgent, grave, ben la personne peut mourir. Elle peut avoir un mort dans la conscience, sur la conscience, voilà. Donc, elle peut pas se tromper, mais ça arrive. Malgré tout, il y a quand même des erreurs de diagnostic. Et alors, bon, on dit, on croit pas que c'est grave, mais en fait, c'est grave. Mais parfois, on envoie aussi beaucoup de personnes aux urgences en pensant que bon, que c'est grave, mais au bout du compte, c'est pas grave. Donc, c'est au milieu hospitalier de prendre les responsabilités. Ils sont assez aptes à faire des diagnostics. Bien sûr, il y a toujours une marge d'erreur au niveau des diagnostics. Bon, on peut se tromper, ça peut ramener à mort d'homme, mais c'est un cas de figure sur je sais pas combien. Hein. Bon, statistiquement, c'est très faible, c'est très faible, très faible. Voilà. Mais maintenant, on- chaque personne demande à être considérée au niveau des urgences, c'est-à-dire à être pris en charge correctement et d'élaborer un bon diagnostic qui fait en sorte qu'on est déchargé d'une certaine inquiétude quant à la gravité des soins à apporter, enfin quant à la gravité je veux dire, de la maladie ou de la blessure que l'on a. Et donc, euh, et, les- et de savoir quels sont les buts et moyens, enfin les moyens pour arriver à la guérison ou au rétablissement de la blessure, afin de, je veux dire, voilà, d'être soigné correctement ou d'être guéri complètement d'une blessure ou d'une maladie. Voilà. Donc on demande aux urgences, ben, je veux dire, un bon,
un bon diagnostic, tout en étant pris en charge correctement, euh, euh, voilà, aux urgences. Maintenant, je dis pas que le monde des urgences, bon, on a un numéro aussi, hein. On a un numéro, on est dans un hôpital, on a un numéro. Euh, bon, l'humanité, est-ce que ça existe encore? C'est tout un débat qu'on peut faire sur l'humanité au niveau des urgences à l'heure actuelle en 2018. Voilà, bon, ça c'est encore une autre question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Ben, ils ne savent pas se plaindre autrement que par la parole. Bon, c'est pas qu'on va à la police ou on va porter une plainte contre, je dirais, un service d'urgence, ça ne se fait pas. Parce que là, le service d'urgence est là pour vous aider. Bon, il peut y avoir des défaillances, mais c'est pas la police qui va faire en sorte qui va régler des problèmes voilà, de mauvais accueil dans un hôpital. Mais ça arrive, mauvais accueil, ça arrive. Bon, c'est une personne sur combien? Et ça, peut-être qu'il faut aller voir le directeur de l'hôpital et en parler. Qu'une personne, je veux dire, n'accueille pas correctement, je veux dire, les personnes que on n'a pas été traité euh, de manière humaine correctement, qu'on n'a pas, qu'on estime que les diagnostics qui ont été posés ne sont pas, je veux dire, ceux qu'estimerait le médecin, alors que bon, on croit que la personne a autre chose, alors que le médecin pose un autre diagnostic. Et connaissant la personne, on sait très bien que la personne a déjà eu des vécus de certaines choses et que le diagnostic est complètement différent. Hein. Alors à ce moment, si le diagnostic se trompe et que la personne avait raison, ben là, c'est difficile je veux dire, à croire, parce que bon, là, c'est la médecine avec toutes ses connaissances qui défaille, hein, il y a une défaillance de diagnostic par rapport à une personne qui n'a pas de compétences de médecine, mais qui a entrevu certaines choses et qui a communiqué certaines choses et je veux dire, qu'il y avait un certain, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, un certain pressenti et qui était réel, qui était réel. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont des pressentis et je veux dire, ils sont pas médecins, mais malgré tout, ils ont un pressentiment et ils ont tout à fait raison, alors que peut-être le médecin il peut se tromper, mais ça arrive rarement, parce que généralement, celui qui fait le diagnostic, c'est au niveau, ce sont des médecins qui posent des médecins qui posent des diagnostics, et donc fatalement, je veux dire, ils parlent en connaissance de cause par rapport à je veux dire, leurs connaissances qu'ils ont les connaissances de terrain et les connaissances scolaires de terrain et leurs études qu'ils ont fait par après voilà, pour approfondir leurs connaissances. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur médicale. Et une personne peut très bien, je veux dire, avoir des pressentis concernant certains médicaments à ne pas prendre, hein, ou, ou se poser des questions sur un diagnostic qu'un médecin aurait fait par rapport à des médicaments. Hein. Par exemple, on a donné trop de médicaments. Par exemple, on a donné des mauvais médicaments à une personne. Donner trop de médicaments, ça aussi, ça ne va pas. Voilà. Donc, donner trop de médicaments, on peut renvoyer aussi aux urgences. Hein, hein. On essaie de guérir une personne pour finir, elle se retrouve aux urgences. Ben, il y a tous des cas de figure. Hein. On peut donner une forme de médicament, la personne peut, je vais commencer à, à flancher au niveau du corps et se retrouver à l'hôpital. Bon, il y a toutes sortes de cas de figure. Je ne vais pas expliciter ici les milliers de cas de figure, les milliers de cas de figure qu'on retrouve dans les hôpitaux, je veux dire, et qui peuvent défaillir, mais en tout cas, ça peut arriver. Bon, mais en général, le diagnostic, quand il est fait par un médecin, généralement, il est, on va dire, à X% bon, hein, et X se rapproche, on va dire, des 100%. Mais il peut avoir un ou deux cas de figure, ou trois, hein, sur je sais pas combien, où il y a une défaillance du médecin, et peut-être par là même, là, dans les 2% de défaillance, mais dans ces 2%-là, il y a peut-être 1% de personnes qui ont eu un pressentiment qu'ils avaient raison. Donc voilà, on ne peut pas admettre le tort à je veux dire, à des personnes. Et donc, voilà. Donc, quand on a une personne en face, oui, on a des médecins et des personnes, mais il faut toujours accueillir la personne avec humanité, même si la personne a des pressentiments et ne pas l'entrevoir comme un charlatan, une personne charlatan, et qui a en face d'elle des personnes compétentes et que il y a pas de dialogue possible et que c'est le médecin qui détient la vérité absolue. Généralement, dans 98% des cas, oui, mais dans 2% des cas, il peut se passer. Enfin, quand je dis 2%, c'est peut-être moins ou plus, hein, je ne sais pas. Mais dans 2% des cas, c'est peut-être la personne qui a été mal accueillie parce qu'on l'a pris pour un charlatan. Alors on va lui dire, écoute, t'es pas médecin, tu connais rien, tais-toi, le médecin va regarder. Ouais, d'accord, mais si la personne au départ disait des choses vraies, ben, je veux dire, s'il se passe quelque chose de grave, ben, c'est la personne à l'accueil
de l'hôpital qui va s'en mordre les doigts. Quoique, bon, je veux dire, si elle n'a pas d'humanité, elle s'en foutra complètement. Elle va se dire, ouais, bon, écoute, ça va, on passe à autre chose. Voilà. Ben, bon, pendant ce temps-là, s'il y a eu mort d'homme, ben, ce sont les familles du patient qui vont, je veux dire, qui vont subir, je veux dire, une mauvaise prise en charge. Voilà, donc la prise en charge, on ne doit pas être des numéros, malgré qu'on le devient de plus en plus, il doit y avoir plus d'humanité, et je veux dire, voilà, plus d'humanité. Et c'est vrai que les urgences ne doivent pas être, je veux dire, saturées pour des bêtises de grippe ou je sais pas quoi. Quoique une grippe, on peut mourir d'une grippe. Des personnes âgées, et même certains sont, quand il y a des vagues de grippe, parfois il y a un lot de morts. Donc, je veux dire, ouais, ouais, t'as la grippe, écoute, va voir ton médecin, pas besoin de rester à l'hôpital. Ouais, ouais, c'est ça, mais il y a déjà eu des morts. Ouais, voilà. Donc, voilà. Le but, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. C'est la médecine, c'est de soigner les personnes et qu'elles vivent, je veux dire, en bonne santé. Enfin, ou qu'elles tentent d'être dans une norme de santé, d'une certaine santé. Voilà. Voilà. Mais dès le moment où on n'a plus la santé, ben on peut mourir. Et le but, c'est d'éviter la mort le plus lointain possible, hein. Enfin, c'est d'éviter la mort, ouais, et d'avoir la mort le plus loin possible au cours de sa vie, durant sa vie. Quoi qu'il y en a qui veulent l'abréger, mais ça c'est autre chose, c'est une autre histoire. Voilà. Donc ici, il y a donc euh, euh, le service 112 qui est un numéro assez aisé à retenir, qui est 112, qui est 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Mais qui sait pas retenir ça? 1 plus 1, 2. Voilà. Par contre, 1722, c'est un peu plus délicat à retenir. Et là, il faut le noter sur un papier. Quand les médias... euh, normalement, il faut, bien sûr, un être humain normal, il est en contact avec les médias pour être informé, il est informé. Donc, quand il regarde les médias, généralement, les médias l'informent qu'il existe un numéro spécifique pour les urgences en cas d'intempérie qui a été créé une telle date à partir d'une certaine heure et qui peut aider la population. Donc il est au service de la population en cas de dommages euh, matériels euh, dus aux intempéries dues au climat, au mauvais climat. Voilà, je crois que j'ai un petit peu tout dit sur le 1722 112. Voilà, je vous remercie beaucoup.